chers téléspectateurs de Tawhid TV. Bienvenue à votre nouvelle émission. Bonjour, chers téléspectateurs de Tawhid TV. Bienvenue à votre nouvelle émission, La Voix du Peuple. Comme son nom l'indique, La Voix du Peuple est une émission qui passe en revue l'actualité politique nationale et internationale en général, mais aussi économique, sociale et culturelle. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Moulay Abdou Aziz Diop, qui est petit-fils homonyme de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, mais aussi un apôtre de la paix et symbole de bien-être, de vivre ensemble plutôt. Bonjour Monsieur Diop et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Aïssatou, c'est un plaisir. Bonjour à tous les téléspectateurs de Tawhid TV, une télévision de référence qui est venue à son heure. Nous vous remercions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de votre article qui a été publié le 8 janvier dans le journal Le Quotidien, intitulé « Laïcité et vivre ensemble, le Sénégal qui est un pays modèle ». Donc, qui nous décrit un peu comment le Sénégal est devenu pays modèle en termes de laïcité et du vivre ensemble, qui est bien sûr une réalité, mais aussi de comment le Sénégal devrait faire pour garder le même statut. Maintenant, avant déjà de commencer avant de parler de cet article-là, nous allons juste faire une petite brèche, parler un peu de la victoire des Lions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le sport, par exemple, a fédéré la nation, si on peut le dire comme ça, où on a constaté une concorde nationale, là où la politique est un facteur de discorde? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, féliciter les Lions, nos braves Lions, pour cette belle victoire, très bien méritée bien sûr, fruit d'une abnégation, fruit aussi vraiment d'efforts conjugués de part et d'autre. Féliciter aussi le peuple sénégalais, à sa tête le chef de l'État, qui a su aussi accompagner ces Lions pour cette belle victoire. Mais féliciter l'ensemble des forces vives de la nation. Le sport est devenu aujourd'hui, le foot même précisément, le ciment de l'unité nationale. Nous avons vécu au mois de mars une discorde nationale, suivie d'émeutes même, de violences multiformes. Avant ces élections locales aussi, il y avait les prémices. Et l'article que vous avez cité tantôt était publié dans ce contexte, pour le vivre ensemble. Mais le sport est aujourd'hui devenu un ferment, un ciment, un facteur de concorde. Parce que nous avons vu ce que la politique n'a pas réussi, le sport l'a réussi. Mais avant, la Covid l'avait réussi aussi. Oui. Du temps de la pandémie, quand le président avait appelé toutes les forces de la nation, oui, ils étaient tous venus pour participer à la riposte et à la solidarité. Aujourd'hui, on a vu que le sport aussi a fédéré toutes ces obédiences politiques, syndicales, religieuses et civiles. Et ces mêmes jeunes qui étaient sortis au mois de mars pour brûler les pneus sont ressortis aujourd'hui pour jubiler, accompagner ces technologies. Donc, cela aussi nous inspire quand même d'abord une confiance pour ce peuple sénégalais, mais aussi une certaine angoisse. Parce que quand on voit cette marée humaine composée essentiellement de jeunes, tout à fait. Et des jeunes aujourd'hui qui sont dans une angoisse ou presque dans une désespérance collective. Oui. C'est des jeunes aujourd'hui à qui on doit penser, qui doivent être une surpriorité en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'emploi. Parce que cette énergie qu'on a vue, débordante, il faudrait transformer cette énergie créatrice et transformatrice, moteur de développement. Tout à fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau, nos gouvernants ont bien compris cette leçon donnée par cette jeunesse. À travers le jubilé qui a eu lieu par rapport à la victoire des Lions. Maintenant, si vous me permettez, pour un peu continuer dans la même veine, oui, je pense que le président a annoncé l'ouverture prochaine du stade du Sénégal. Oui. En tout cas, à mon humble avis, oui, le président Senghor l'aéroport a été baptisé, l'ancien aéroport. Oui, le stade de l'amitié, stade Léopold Sédar Senghor. Le CICAD, Centre international Abdou Diouf. Je pense que le président Abdoulaye Wade aujourd'hui mérite parce que l'AIBD, on pensait que l'aéroport allait porter son nom, mais c'est Blaise Diagne. Mais ce stade quand même, en tout cas à mon humble avis, je pense que le président Abdoulaye Wade mérite d'être baptisé de son vivant. Tout à fait, tout à fait. Donc là, je suis
dans la même longueur d'onde que vous par rapport à tout ce que vous venez de dire concernant le stade qui va être inauguré récemment au mois de février, je pense. Maintenant, pour revenir un peu toujours dans l'article, au fait, pour revenir sur l'article, pour commencer, est-ce que vous pouvez me définir la laïcité pour les téléspectateurs? La laïcité, il y a plusieurs conceptions, plusieurs approches, mais une définition très simple. Parce que la laïcité à la française n'est pas celle sénégalaise, on y reviendra. Mais la laïcité, c'est surtout la séparation des pouvoirs, entre surtout le pouvoir religieux, et le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. En France, c'est entre l'État et l'Église, si on peut dire ainsi. Pour le Sénégal, c'est entre le pouvoir religieux, parce que c'est un pays fortement croyant, et le pouvoir temporel. Mais c'est surtout aussi la liberté d'expression et d'opinion. La liberté aussi de croyance. Entre les croyants et les non-croyants. La liberté aussi, l'égalité des citoyens devant la loi. De manière empirique, voilà une petite définition de la laïcité qui n'est pas exhaustive, on pourrait développer, mais c'est une définition. Voilà. Oui, tout à fait. Maintenant, qu'en est-il du vivre ensemble? Parce que vous en avez parlé, au fait, ces deux notions que vous avez utilisées au niveau de l'article. Qu'en est-il de... Le vivre ensemble, pour le cas du Sénégal, c'est notre patrimoine immatériel. C'est quoi? C'est la cohésion sociale, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est le dialogue interreligieux, c'est le dialogue intra-religieux, c'est le dialogue interethnique, c'est le cousinage à plaisanterie. Ce sont ces ressorts qui font que nous sommes dans une cohabitation pacifique, dans le respect des différences, dans la tolérance, dans l'acceptance, mais aussi dans l'entraide et la solidarité. Et c'est ça la spécificité du Sénégal. Ah, d'accord. Je voulais même en venir par rapport à cette question-là, à savoir quelle était la spécificité du Sénégal par rapport aux autres pays d'Afrique, par exemple. Le Sénégal, en Afrique, le Sénégal est un modèle. Tout à fait. Un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Un pays qui n'a jamais connu de guerre civile. De guerre civile, tout à fait. Un pays qui n'a jamais connu de tribalisme, ou de guerre ethnique. Un pays qui a connu des alternances démocratiques. Et on voit partout dans la sous-région, aujourd'hui, c'est l'ère des coups d'État. Tout à fait. Donc, le Sénégal est devenu, et nous touchons du bois, parce que pourquoi le Sénégal a eu cette exception? Parce que c'est ce patrimoine immatériel, ces ressorts que nous ont légués nos pères fondateurs, nos anciens, qui continuent aujourd'hui à être vraiment un dernier rempart par rapport à ces dérives. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, est devenu une exception. Un pays vraiment tolérant, un pays de la teranga. Parce que le vivre ensemble est une réalité, ce n'est pas une chimère. Tout à fait. Mais on reviendra peut-être au cours de l'émission. Il y a eu en certains moments certains qui ont voulu, pour des intérêts purement partisans ou claniques, briser ce vivre ensemble. C'est pourquoi nous avons dénoncé, à travers cet article, pas dénoncé, ça revenu sur ce legs immatériel, mais aussi des pistes de solutions. D'accord. Donc là, je pense que c'est assez clair pour les téléspectateurs. Maintenant, juste pour toujours revenir par rapport à la laïcité au Sénégal. Vous avez cité le Sénégal comme étant un pays laïque comparé à celui de la France. Maintenant, qu'en est-il de la laïcité française, en fait? La laïcité française, c'est la séparation nette du pouvoir entre l'État et l'Église. Mais cette laïcité, aujourd'hui, est menacée en France. Tout à fait. Avec la poussée de l'islam, qui est devenue aujourd'hui une réalité. C'est pourquoi aujourd'hui les Français sont dans une situation d'impasse. Parce que prenons le cas de l'école Jeanne d'Arc, où l'on interdisait le port du voile ou du hijab. Au même moment, ceux qui sont de la religion chrétienne portaient leur châle ou leur croix. Donc vous voyez ce qui se pose. Le problème qui se pose, c'est une contradiction même interne. Il y a une contradiction. Donc la laïcité à la française, c'était dans un contexte bien précis. Mais aujourd'hui, cette laïcité est en train d'être remise en question, remise en cause, parce que par différents mouvements sur le plan idéologique, et qui est devenu aujourd'hui une réalité. Donc je pense qu'il est temps de se remettre en question pour que cette laïcité ne soit pas facteur de désordre. Pour le cas du Sénégal, heureusement, on n'a pas ce problème. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on va entre-temps parler vous aviez parlé des rapports étroits qu'il y a entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous entendez par... Les rapports étroits, c'est quoi? J'ai dit la laïcité, c'est un concept fourre-tout, ou même générique. La laïcité à la française n'est pas celle américaine. Tout à fait, elle est Mais différente. pour le Sénégal, la laïcité a été tropicalisée. Dès l'accession au pouvoir du premier président Léopold Sédar Senghor, chrétien ou catholique de surcroît, mais très tôt il a compris que le Sénégal, malgré ce caractère laïque de l'État ou de la République, le peuple n'est pas laïque.
un peuple à 95% croyants de musulmans. Donc il fallait tenir compte de cette spécificité. Mais au-delà de ces 95%, c'est l'islam confrérique. Tout à fait. Donc le président Senghor très tôt en visionnaire, en homme d'État. Parce que le Senghor était doublé d'homme politique et d'homme d'État. Parce qu'il y a trois différences. Il y a la différence entre l'homme politique, l'homme d'État et le politicien tout court. L'homme d'État, lui, c'est l'État qui est sacré. Le président Senghor était un homme d'État, comme le président Abdou Diouf. L'homme politique, il a une vision. Tout à fait. Mais le politicien, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les prochaines élections, comment se maintenir. Donc, il n'a ni mérite, ni background. Mais Senghor était un homme d'État. Donc, il a très tôt compris qu'il fallait tropicaliser. C'est pourquoi, tout au début, il a, bien même avant l'indépendance, le président Senghor entretenait des relations étroites avec les familles religieuses. En l'occurrence, Touba, Tivaouane, Niassène et les autres familles de l'église. Mais ces trois compagnons ou confidents les plus proches, ils étaient Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, Serigne Fallou Mbacké radiyallahu ta'ala anhu et Thierno Seydou Nourou Tall radiyallahu ta'ala anhu. C'est pourquoi en 1979, quand il annonçait son départ du pouvoir, il a fait le tour des familles religieuses pour dire que la voiture, si on peut schématiser, c'était une voiture avec 4 roues. Les 3 roues sont crevées, il ne reste qu'une seule roue. Je ne vais pas attendre que la voiture soit à terre. Ça, c'est une façon de dire. Serigne Fallou était parti, Serigne Babacar, Thierno Seydou. Donc moi aussi, c'est en ces termes qu'il a dit. Donc pour montrer les liens, la complicité, ils l'ont accompagné dans cette mission parce qu'ils savaient que le Sénégal, il y a le pouvoir spirituel et le temporel. Mais pour le cas du Sénégal, la légalité, c'est le pouvoir temporel. Parce que c'est eux qui sont élus, les chefs d'État, les maires. Mais la légitimité revient aux chefs religieux. Tout à fait. Donc, parce qu'ils ont toujours leur mot à dire. Et à chaque fois, on constate qu'au Sénégal, si on tend vers la violence, par exemple, des perturbations, il y a toujours un guide religieux qui intervient et qui calme la plupart du temps, en fait. Et toutes les crises ont été résolues souvent par les familles religieuses, qu'elles soient des crises politiques, des crises syndicales, des crises sociales. Regardez par exemple le cas de Mame Abdou dont vous parlez tantôt. Moi je dis je suis aspirant disciple de Mame Abdou parce qu'il était apôtre de la paix. Vous vous rappelez la fameuse crise estudiantine en 1988, en 1992, la fameuse crise énergétique. Combien de crises a-t-il résolu? Même d'autres tombent. Le 23 juin 2011, Mame Abdou était déjà sur terre. Mais à l'Assemblée, quand on a remis ses propos, ses paroles, où il parlait aux députés de manière prémonitoire, parce que Serigne Abdou s'appuyait sur le Coran et la Sunna qui étaient intemporels. À chaque époque, vous revisitez ces paroles, c'est arrivé au modèle prophétique et ça devient toujours à l'ordre du jour. Donc c'est pourquoi je dis les religieux ont toujours été des catalyseurs, des régulateurs sociaux. Moi je le dis à mes amis de la société civile, je lui dis les religieux, comme la presse, tous ceux qui ne sont pas dans la sphère étatique sont de la société civile. Mais ils doivent jouer le rôle de contre-pouvoir sans être contre le pouvoir. Il y a la nuance. Un contre-pouvoir, c'est quelqu'un qui est équidistant, mais qui ne peut pas être neutre quand l'intérêt général est menacé. Et au mois de mars, la stabilité du pays, la paix sociale était menacée. Et ces religieux ont pu jouer ce rôle de sapeur-pompier. Et c'est là le lieu de saluer le cadre unitaire pour le développement de l'islam au Sénégal, dirigé par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine, notre frère ami, avec le docteur Cheikh Gueye de Touba qui est secrétaire général. Moi, je fais partie de ce cadre unitaire. C'est un cadre qui fédère aujourd'hui toutes les familles religieuses du Sénégal, toute obédience, mais aussi toutes les associations islamiques. Et même l'Église est un partenaire aussi dans le cadre du vivre ensemble. Donc pour montrer que la place des religieux, que le Sénégal a cette chance d'être un pays où le temporel et le spirituel cohabitent de manière pacifique avec une parfaite intelligence. D'accord. Donc là, je pense qu'aussi c'est assez clair pour les téléspectateurs. Maintenant, toujours dans l'optique d'appuyer un peu votre opinion sur le Sénégal, est un pays modèle de laïcité et du vivre ensemble plutôt, excusez-moi. Vous aviez donné l'exemple du premier président Léopold Sédar Senghor. Maintenant, quel a été son rôle dans la consolidation de l'État-nation? Un rôle primordial. D'abord, il a été le père. Parce que le père de la nation, ce n'est pas un terme galvaudé. Le père de la nation, c'est quelqu'un qui est à la hauteur et qui prend de la hauteur, qui est au-dessus de toutes les contingences religieuses, confrériques, ethniques, politiques. Senghor a dirigé ce pays pendant 20 ans. On n'a jamais senti son appartenance religieuse ou même ethnique. Tout à fait, sachant même qu'il est... Donc parce qu'il savait qu'il était le père de la nation, il devait être l'élément fédérateur. Donc Senghor a consolidé cela. Le président Abdou Diouf
l'a consolider aussi, cet État-nation. Oui. Mais c'est en 2000 qu'on a commencé à voir des mutations. Et ça se comprend aussi avec le président Abdoulaye Wade, quand le professeur Ousseynou Kane écrivait « La République couchée », qui manifestait sur l'espace public son appartenance confrérie. On peut le concéder, mais dans un État quand même nation, je pense que... On parle de laïcité. De laïcité. Le président de la République, une fois élu, est le président de tous les Sénégalais. Maintenant, son appartenance religieuse, il peut la manifester en privé, il peut la pratiquer parce que c'est une liberté de culte, de croyance, mais sur l'espace public, il ne doit pas avoir quand même cette attitude. Et ce qu'on a vu, le président Macky Sall a voulu remettre cette question quand il parlait de marabouts comme de simples citoyens, mais ce n'était pas péjoratif. Les marabouts, c'est des citoyens. Parce que dans une nation, on ne peut pas avoir des sur-citoyens, des citoyens et des sous-citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Mais comme ce terme aussi... Mais il y a une certaine frustration par rapport à ça. Donc le Senghor a été le père de la nation. Et à travers les actes, il a posé beaucoup d'actes. Par exemple, je prends le cas de la commémoration de la nuit du prophète, le Mawlud, Nabi. Senghor était catholique. Mais en 1965, Senghor assista à la cérémonie officielle du Gamou annuel de Tivaouane. Parce que la cérémonie officielle, il faut le rappeler, n'a rien à voir avec la cérémonie religieuse. La cérémonie officielle, c'est un moment de communion entre les khalifes généraux et les forces vives de la nation. Et c'est là où le calife délivre son message. Donc toutes les obédiences sont invitées. Donc Senghor, en tant que chrétien, assistait à ces cérémonies officielles où il délivrait le message à la nation auprès du calife, en l'occurrence c'était El Hadji Abdou Aziz Sy en son temps. Et en retour, il recevait les prières du calife pour un Sénégal stable. Donc vous voyez cet exemple de dialogue islamo-chrétien. Et c'est extrêmement important, ces petits symboles qu'on voit. On peut en citer d'autres. Tout à fait, tout à fait. On va en revenir par rapport à ces différents exemples-là, parce que vous en avez parlé. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations que le président Senghor avait avec les familles religieuses et les guides, au fait, les leaders religieux? Quelles étaient leurs relations, par exemple? D'abord, c'était des relations de bon voisinage, si on peut dire ainsi. Mais c'était des relations aussi de respect et de confiance. Senghor consultait, parce que rappelez-vous que au Sénégal, on confond souvent, on pense que le pouvoir des marabouts se limite souvent à un pouvoir religieux ou un pouvoir même électoral. Alors qu'ils ont un pouvoir économique. Ils ont un pouvoir aussi d'agir sur les consciences. Senghor avait très tôt compris. Par exemple, sur beaucoup de questions majeures qui intéressent la nation, il consultait ces familles religieuses en amont. Pourtant, il y avait les députés du peuple, il y avait d'autres structures, mais il les consultait pour avoir leur avis éclairé. Parce qu'il savait que s'ils étaient dans la même dynamique, s'ils avaient le même niveau de compréhension, beaucoup de lois, beaucoup de politiques allaient passer. Donc Senghor a eu cette parfaite intelligence de parler avec toutes ces femmes, mais dans une équidistance. On ne savait pas que Senghor avait un traitement particulier pour Tivaouane, pour Touba, pour Niassène, pour les Layènes, pour une obédience quelconque. Même pour la communauté chrétienne à laquelle il appartenait, il a toujours été équidistant. Donc c'est des relations vraiment très sincères et qui ont valu de sortir par la grande porte. Bon, tout à fait, tout à fait. Donc, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous suivez toujours votre émission La Voix du Peuple, qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Diop. Donc, on va parler un peu, toujours dans l'optique d'illustrer un peu ce savoir-vivre là. Vous aviez donné quelques exemples, par exemple de tolérance, en prenant l'exemple de feu Serigne Babacar Sy. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet exemple que vous aviez pris de tolérance par rapport à... Oui, Serigne Babacar Sy a quitté ce bas monde en 1957, bien avant l'Allemagne, mais il a su cohabiter avec le pouvoir colonial, bien sûr, le gouverneur colonial. Mais quand il recevait le gouverneur colonial, un exemple un peu anodin, Serigne Babacar, il mettait ses hôtes à l'aise, surtout le gouverneur et ses différents collaborateurs. Donc, avec tout ce qu'il préparait pour vraiment les victuailles, pour le mettre à l'aise, il préparait même des cendriers. Parce qu'il se disait, ils auraient peut-être besoin de fumer, et en ce moment, ils auraient besoin d'un cendrier. Alors que la religion musulmane, et même la confrérie tidjane, le pratiquant tidjane, il lui est formellement interdit d'utiliser le tabac. Mais vous voyez ce bel exemple de tolérance. En tout cas, moi, ça m'a énormément marqué quand j'ai lu votre article. Mais là, entre-temps, vous avez parlé aussi d'altruisme, de solidarité et de démocratie avec feu Serigne Fallou Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu.
par rapport à la prière inaugurale pour la grande mosquée de Dakar. Est-ce que vous pouvez juste un peu revenir par rapport à cet exemple aussi? Absolument. Pour la grande mosquée de Dakar, Oui. Où le choix a été porté, bien sûr, sur Mame Abdou Aziz aussi. voilà. La grande mosquée de Dakar a été construite par le royaume du Maroc. Rappelez bien que en ce moment, c'était le roi Hassan II, fils de Mohamed V, qui est décédé en 1962. Mais la mosquée a été construite en 1964. C'est un patrimoine national. Donc, ce n'était pas une mosquée pour telle confrérie ou telle confrérie ou telle obédience, mais c'est une mosquée nationale. Mais comme le président Senghor était le chef de l'État, il a pu faire des... Parce que le dialogue et la concertation ont toujours été des facteurs de stabilité dans ce pays. Dialogue en toutes circonstances. Ce président Senghor avait consulté l'ensemble des familles religieuses, surtout les khalifes généraux. Mais en ce moment, Serigne Fallou Mbacké faisait partie des aînés des khalifes, de ces différents khalifes. Mais quand il arrive chez lui, le consultat du moins, Serigne Fallou n'a pas pris de gants ou mille chemins. Il lui a dit, président Senghor, cette mosquée est un patrimoine national. Mais permettez-moi de l'illustrer un peu en wolof pour se faire mieux comprendre. Il lui dit que jàkka bi néegu yàlla la, mais réew mi yëpp ko moom. Du jàkkay murit, du jàkkay tijaan, du jàkkay xaadir, du jàkkay laayeen, néegu yàlla la. sa gisuma tey ñun ñi ko seq ki koy jiite du doon murit, du doon tijaan, du doon xaadir. Jullit lay doon, mais nitu yàlla lay doon, borom xam-xam lay doon. te gisuma ku ci génn El Hadji Abdoul Aziz Dabakh ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndono li boole am beneen critère moom dafa yeewoo Dakar ndax sëñ Abdou boobu dafa amoon soxna Dakar c'est parmi les critères pour l'imama il faudrait aussi élire domicile dans le lieu donc vous voyez c'était pas subjectif mais c'était un exemple d'altruisme xam nga au moment où certains se disputent des querelles de chapelle de préséance vous voyez ces leaders religieux comment ils étaient au-dessus de la mêlée pour tout ce qui est contingence matérielle, tout ce qui est titre, tout ce qui est grade, tout ce qui est honneur. Parce qu'ils savaient que le plus grand bonheur, c'est d'abord d'être un croyant et d'exercer sa citoyenneté ou sa croyance librement. Serigne Fallou, donc cet exemple-là aussi important pour la jeune génération. Pourquoi je l'avais écrit? Parce que c'était des contre-modèles qui commencent à foisonner dans les réseaux sociaux. Donc je vous dis au Sénégal, il faut qu'on change de paradigme. Autant il y a des scandales qui sont partagés de manière instantanée et qui ont de l'impact négatif sur les populations, il faudrait revisiter notre histoire. Même dans les archives, 1965, je parlais de Senghor, vous cliquez à Google, vous l'avez. Les télévisions devraient remettre en boucle et les réseaux sociaux pour montrer que ce patrimoine immatériel, il faudrait le préserver pour garder notre stabilité. Tout à fait. En tout cas, je pense que c'est aussi assez clair par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et vous aviez même pris l'exemple aussi du président Senghor, en fait, qui avait l'habitude à l'entrée de la grande mosquée d'assister aux prières de Tabaski et des Korités. Et ça, vous avez parlé même de la date de 1965 où il a assisté à la cérémonie officielle du Gamou annuel. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça aussi pour juste illustrer les exemples qui confirment bien sûr qu'il y avait toujours, au début, qu'il y avait toujours ce vivre ensemble-là? Oui, je disais en 1965, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, il assistait à la cérémonie officielle. Mais la nuit, c'était la nuit des chants. Pour revenir sur l'histoire du prophète, il n'assistait pas à cette nuit, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans les mosquées. Mais pour les prières de Tabaski et de Korité, le président Senghor, et c'est pourquoi tous les chefs de l'État qui se sont succédés priaient à la grande mosquée. C'est ça l'histoire, parce que c'est un patrimoine national. C'est à l'origine. Le président Senghor, premier président catholique, il assistait, mais d'or, il ne participait pas à la prière parce qu'il n'était pas musulman, mais d'or, il attendait que l'imam termine pour pouvoir communier avec lui et ensuite les salam alek, comme on dit, les balontés, comme on le dit. Donc c'était un peu dans ce sens, c'était un bel exemple. Le président Abdou Diouf a continué à prier, mais c'est le président Wade qui a opéré encore ses ruptures pour aller prier. Et là aussi... Non, et même ici, avant même que Moussa Alikoul Djinan, il priait à Nyarital, je pense bien. Voilà, je pense que, oui. Mais là aussi, je me suis dit, c'est l'exemple de tolérance, c'est la liberté de culte. Chacun peut prier. Le plus important, c'est que les prières soient exaucées. Donc Senghor aussi, ça c'était un bel exemple. Il venait dehors avec son véhicule et tout son staff, mais de manière sobre. Et après, il y avait les imams, il y avait Amadou Lamine Diène, l'imam Maodo Sylla.
Alors maintenant, à part ça aussi, on va parler du dialogue interconfrérique avec le cousinage à Plaisantin entre, par exemple, Mame Abdou Aziz Sy, qui entretenait des relations particulières avec les familles religieuses et musulmanes, et même avec l'Église. Est-ce que vous pouvez un peu parler aussi de cet exemple-là? Le premier exemple, Mame Abdou Aziz, je pense que c'est en 1989, Oui. avec le décès de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu, et Abdou partit à Touba un vendredi. Mais ce vendredi, Serigne Abdou, c'est lui qui fit le mieuxin. C'est-à-dire qu'il a fait l'appel à la prière derrière son cousin, parce qu'ils partagent le même ancêtre Mame Maram Mbacké, entre Mame El Hadji Malick et Serigne Touba, c'est le même ancêtre. Oui, tout à fait. Serigne Abdou Khadre, qui était un imam, un érudit, un soufi, Serigne Abdou, ce jour-là, il a prié derrière lui, et c'est lui qui a fait l'appel, le dernier appel à la prière. Oui. Il a dit, demain, les gens diront qu'Abdou Aziz est parti à Touba, il a fait l'appel, Serigne Abdou Khadre, mais lu ci seen yoon. Parce que nous partageons le même ancêtre, mais nous partageons la même religion. Tout à fait. Serigne Abdou Aziz Dabakh, à Thiès, Monseigneur Jacques Sarr, c'est un Toucouleur. C'est un Sérère, autant pour moi. Oui. Mame Abdou est Toucouleur de son grand-père, Mame Ousmane, de Mame El Hadji Malick. Oui. Mais les dernières années de sa vie, il passait souvent à Thiès le voir. Monseigneur Jacques Sarr habitait à Thiès. Mais quand il passait, Serigne Abdou, avec l'âge, il ne pouvait plus descendre. Mais avec ses accompagnants, il leur disait qu'il faut dire à mon esclave Sérère que c'est son bourg, c'est son roi Toucouleur qui est là, qui est venu lui rendre visite. Et Monseigneur Jacques Sarr sortait, il communiait, mais au-delà de cela, il lui amenait des emplettes remplies de cadeaux. On m'a raconté, un des proches de Mame Abdou Aziz Dabakh me disait qu'à la résidence Badamier, du temps du cardinal Thiandou, il y avait un grand poster de Mame Abdou Aziz Dabakh dans la résidence, dans le salon du cardinal Thiandou, pour montrer que c'est un exemple vivant au Sénégal. Parce que dans d'autres pays, on n'a pas de leader religieux réel. On n'a pas ces ressorts. C'est pourquoi vous voyez tous ces clivages, ce clanisme, ce tribalisme, ces conflits, ces guerres civiles. Mais au Sénégal, on n'en a pas connu parce qu'on a ce patrimoine immatériel. Tout à fait, tout à fait. Toujours dans l'optique aussi d'illustrer les différents exemples, parce qu'on a parlé de tolérance, d'altruisme, de solidarité et de démocratie. On a parlé aussi du dialogue interconfrérique. Maintenant, on va parler sur le plan politique aussi. Vous avez cité l'exemple de Mansour Sy Djamil pendant les élections législatives en 2012 avec Hélène Tine. Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur ça un peu? Oui, c'était le best du Niack. Vous savez, l'honorable député Hélène Tine, que je salue au passage, aussi qui est artisan de ce dialogue interreligieux. Parce qu'avec elle, j'ai partagé pas mal de moments, surtout pour régler des crises. Avant d'en arriver, je peux vous citer une crise. La crise scolaire en 2016, quand l'État avait usé de toutes les panoplies de sanctions et les enseignants étaient restés radicaux. L'État usa la dernière sanction qui devait être la radiation collective de tous les enseignants grévistes qui n'avaient pas remis le nom. Ils étaient plus de 5000. En ce moment, comme je l'ai dit, moi, aspirant disciple de Mame Abdou Aziz Dabakh, je me suis dit non. Mais Mame Abdou, quand il était là, il disait toujours « Préservons l'unité nationale. Faisons en telle sorte que le bateau ne chavire pas. Mettons derrière nos intérêts partisans. » Je vous dis que si on radie plus de 1500 enseignants avec leurs familles et tout ce serait un drame social et ça peut être une source d'instabilité. J'ai pu contacter mon oncle Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, qui était vivant, homonyme de Mame Abdou Dabakh, qui était en ce moment, il n'était pas khalife, mais qui était le porte-parole de la famille. Avec l'honorable député Hélène Tine, nous sommes partis le voir et nous avons convié les syndicats d'enseignants autour d'une table, pas de négociation, mais de médiation. Et ça a abouti heureusement, le chef de l'État a pris la hauteur et a annulé cette mesure. Les enseignants ont repris les cours. Donc pour montrer que c'est un bel exemple. Mais pour en revenir au cas de Bessignac, Mansour Sy Djamil, pour les législatives de 2012, mais la tête de liste, c'était lui. Mais quand on parlait de parité, la seconde, sa colistière était Hélène Tine. Ils ont fait le tour du Sénégal. Et quand ils sont venus à Théâtre, Serigne Mansour Sy Borom Daara, il leur disait vraiment, voilà un bel exemple. Et vous aurez la victoire, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, Hélène Tine, pour la 12e législature, elle était la seule femme chrétienne à l'Assemblée.
Et personne là, on n'a jamais entendu pourtant cette communauté revendiquer, dire nous sommes dans un État laïque, mais les représentants du peuple doivent émaner de toutes les couches. Mais Hélène était la seule femme chrétienne. Au moment où certaines femmes parlent de parité, on ne l'a jamais entendue pour montrer cet exemple de tolérance. Donc, Mansour Djamil l'avait pris et c'est un bel exemple que j'ai illustré dans Oui, tout à fait. Vous l'avez bien dit dans l'article. Maintenant, toujours dans cette optique toujours de consolider ce vivre ensemble, vous aviez parlé aussi de Mbour. Au niveau du quartier Mbour 3, vous nous avez parlé du quartier baptisé Amitié, où on voit, vous avez parlé de l'église qui est en face de la mosquée. Moi, je me dis que c'est une très belle illustration, bien sûr. Voilà, sachant que c'est deux religions qui sont différentes, mais il y a la cohésion, en fait, cette entente-là, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, pour parler aussi de quelques exemples que vous avez eu à citer concernant des vidéos, des audios et des messages qui remettent en question ce vivre ensemble-là. Est-ce que vous pouvez nous illustrer quelques exemples par rapport à ça? Permettez-moi, vous avez cité un exemple qui m'intéresse au premier niveau parce que c'est mon quartier. Parce qu'avant de parler de macro, j'habite donc c'est du vécu, c'est du ressenti. Parce que je parle de macro, tous ces exemples, c'est au niveau, mais au niveau micro, moi j'habite Thiès, j'habite le quartier Mbour 3, qui est débaptisé maintenant, qui est baptisé Amitié. Parce que l'église est en face de la mosquée. Mieux, on a mis un comité citoyen où les musulmans, les chrétiens, le délégué de quartier est un Diola. Je viens de la Casamance, dans un quartier, dans une zone cajorienne ou wallon. Et vraiment, il y a une symbiose, une synergie entre tous les habitants du quartier. Et mieux même, nous avons récemment développé un plaidoyer, parce qu'à Thiès, vous savez, l'assiette foncière épuise. Les cimetières qui datent d'avant les indépendances sont presque tous remplis, je dis. C'est des cimetières qui ont atteint leur limite. Donc nous, on a fait un plaidoyer pour dire, comme Thiès, il y a l'extension du côté de Mbour 4, avec la forêt classée. Une fois cette forêt déclassifiée, il faudrait ériger 2 cimetières mitoyens, ou même séparés. Un pour les musulmans, un pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils utilisent les caveaux. Mais le cimetière catholique de Thiès aussi est épuisé. C'est pourquoi le comité-là, nous l'avons porté. On a dit au nouveau maire, une fois élu, le nouveau défi, ou la priorité des populations, c'est d'avoir 2 cimetières dans cette zone. Au lieu de diriger ça en lotissement ou en logement à distribuer aux citoyens. Parce qu'autant il faut penser au R+1, R+2, R+3, mais il faut penser au R-1, qui est notre demeure, notre dernière demeure à nous tous, et sur lequel vraiment nous devons aussi penser. Donc ça aussi, c'est... Maintenant, pour les vidéos dont je parlais, toutes ces vidéos dont j'ai parlé tantôt, que ce soit de Serigne Fallou Mbacké, que ce soit du président Senghor, mais vous tapez sur Google, vous les avez. Et moi, c'est pourquoi j'ai insisté, j'ai dit, comme maintenant nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où il y a l'instantanéité de l'information et que ce n'est pas contrôlé, même une certaine presse n'est pas contrôlée. Parce que maintenant, je dis, au Sénégal, il faudrait contrôler notre démocratie et notre liberté d'expression. Autant certains doivent être payés ou même obligés ou contraints à parler parce qu'ils émettent des points de vue constructifs, autant certains, on devrait les payer pour qu'ils se taisent. Parce qu'ils émettent des états d'âme, mais des propos injurieux qui détruisent notre vivre ensemble et qui sont souvent partagés et qui ont le plus grand nombre de vues, de buzz. Quand quelqu'un insulte ou dit des insanités, vous voyez, à la minute près, c'est des millions de vues. Mais quand des choses sérieuses ou des choses sur lesquelles on devrait vraiment partager, souvent, ça ne fait pas balai. Et là, vous le voyez, par exemple, quand on a vu les 2 Mame Diarra, on a montré le Mame Diarra de festival, comment dire, là où on parle de... Les jeunes, là, comment on appelle ça, des vacances? Oscar des vacances. Il y avait à un moment une Mame Diarra qui était célèbre, je pense qu'elle était même, qui faisait partie des lauréates. Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'émission C'est un petit galet? C'est un petit galet, voilà, ou comme ça. Une Mame Diarra, mais au même moment, il y avait une Mame Diarra qui avait mémorisé le Coran à Porokhane. Mais on a montré les 2 Mame Diarra, mais ce Mame Diarra de Oscar ou de Saint-Petit Galet était plus mis en évidence parce que c'est un monde ludique. Alors qu'on devrait, ce Mame Diarra-là devrait être montré en référence à ces jeunes. C'est pourquoi je dis ces vidéos, ces audios doivent être partagés et maintenant qu'on contrôle toutes les insanités. Dans certains pays même, ils sont traduits en justice parce qu'ils brisent le vivre ensemble. Donc je pense que la presse a un rôle et ce que fait Tawhid aujourd'hui, je
pense que c'est une excellente chose. Des émissions thématiques, revenir sur les valeurs, revenir à la source, pour qu'au moins ça soit un bréviaire et un viatique pour un monde désespéré ou une jeunesse désemparée et même des citoyens qui n'ont plus de repères. Tout à fait, tout à fait. Donc là, à côté, on a aussi des exemples de vidéos, de messages audio qui remettent en cause ce vivre ensemble. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Parce qu'on a eu récemment des exemples par rapport au port du voile. Vous en avez parlé tout à l'heure au début. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ces genres de choses-là, par exemple? Ce qu'il faudrait faire, c'est réguler. D'abord, le champ médiatique. Oui. Même le champ médiatique classique, aujourd'hui, il faudrait l'encadrer. Oui. Parce qu'à tout bout de champ, n'importe qui dit n'importe quoi. Oui. Et souvent sans contrepartie ou bien sans sanction aucune. Parce que l'impunité dont on parle au niveau de nos gouvernants, mais aussi au niveau des citoyens, dans un pays, un État qui se respecte, même s'il y a la liberté d'opinion et d'expression, on doit aussi respecter le respect de l'autre et de la tolérance. Mais tout propos, tout acte qui peut remettre en cause notre vivre ensemble, mais ces auteurs doivent être traduits et sanctionnés à la hauteur du préjudice. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, il faudrait des sanctions. Mais seul l'État peut réguler ce secteur. Tout à fait, tout à fait. C'est des exemples comme ça, comme je dis. Il y a un autre exemple. Récemment, on a vu un promoteur de lutte qui s'était adressé à un acteur politique comme une minorité. Et ça a soulevé, bon, vous suivez mon regard, ça a soulevé l'ire. Et ces propos, je pense que de tels propos venant de soi-disant responsables doivent être quand même punis. Tout à fait. Je pense qu'il était même sorti pour demander ses excuses entre-temps, mais vu ce qu'on a l'habitude de dire, avant de parler, il faut tourner la langue cette fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, c'est pas parce qu'on a la parole forcément qu'on va se permettre de dire tout ce qu'on... Mais je pense que vous êtes tout couleur. Oui. Mais prenons l'exemple du président de la République. Oui. Macky Sall, c'est le sale tout couleur. Sadam Marième Faye, voilà un exemple tout à fait. de cousinage et de vivre ensemble. Mais vous voyez des partisans du président Macky qui disent le Congo, le Bandom, je ne sais même pas. Nedoko Bandom. Mais regardez, mais je pense que et c'est ça qui est grave. Oui. C'est ça qui est grave. Je pense que les autorités, donc, qu'elles soient religieuses ou politiques, doivent aussi donner la bonne voie, faire preuve d'exemplarité. Et s'il y a des cas avérés parmi leurs militants ou leurs disciples, qui les remettent à l'ordre et publiquement. Pour que de pareilles choses ne se reproduisent. Tout à fait, tout à fait. Mais là, entre-temps, vous nous aviez parlé du ministère de l'Éducation nationale. Quel devrait être son rôle, en fait, pour éviter ce déséquilibre de ce vivre ensemble? Notre pays, nous avons un plan Sénégal émergent, horizon 2035. Mais à côté, je disais dans une de mes contributions qu'il nous faut un autre PSE, en lettres majuscules, le plan Sénégal éthique. Parce que nous avons un déficit d'exemplarité au niveau de nos gouvernants, mais un déficit d'éducation civique et citoyenne pour nos élèves, qui sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Parce que la famille a démissionné. Aujourd'hui, ce n'est plus la famille au sens large du terme. La famille élargie n'existe plus. C'est la famille nucléaire. Et cette famille aussi aujourd'hui, pour des logiques alimentaires, souvent beaucoup de parents démissionnent. Tout à fait. Ces jeunes aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Et nous, je me rappelle de notre époque, il y avait des films interdits au moins de 13 ans ou de 18 ans. Maintenant, ces mêmes films qu'on interdisait dans les cinémas, on les a dans les portables à domicile. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous agressés dans nos familles. Donc, la responsabilité, d'abord, elle est familiale. Mais l'école, l'éducation nationale, pourquoi, Aïssatou, on ne parle pas de ministère de l'instruction nationale? C'est une question. On dit éducation. L'instruction, c'est le cognitif. C'est le savoir, le savoir-faire, le savoir. Mais l'éducation va au-delà. Au-delà, tout à fait. L'instruction, autant pour moi, c'est le cognitif, le savoir seulement. Mais l'éducation, c'est le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir. Et c'est ce levier qu'on devrait aujourd'hui mettre le curseur. Pourtant, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de ces 5 priorités qu'il a déclinées en 2019 ou 2020, 2019, il parle de l'éducation aux valeurs, la systématisation même de l'éducation aux valeurs. Et l'éducation aux valeurs aujourd'hui, pour qu'elle soit systématisée, il faut un référentiel d'abord. D'accord. Quelles sont les valeurs qu'on doit inculquer? Mais il faudrait aussi des curricula, les mettre dans les programmes, et pour que ces jeunes aujourd'hui, qui sont au niveau du système éducatif, puissent être des adultes de demain bien préparés, exemplaires, patriotes et éthiques.
Tout à fait. Je pense que ça, c'est un défi. Tout à fait. Donc là, pour finir, vous aviez parlé du riche potentiel qu'a le Sénégal en matière de ressources naturelles liées à de multiples enjeux géopolitiques, géostratégiques, socio-économiques et sécuritaires. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça, s'il vous plaît? Oui, vous savez, depuis 2014, le Sénégal a changé de paradigme. De pays demandeur, nous sommes maintenant un pays convoité, avec un riche potentiel en ressources naturelles et minérales. Le gaz, le pétrole, les mines. Donc, et c'est du patrimoine immatériel qui est quantifiable, qui est épuisable. Mais on a ce patrimoine immatériel qui n'est pas quantifiable, mais qui est facteur de cohésion sociale et de stabilité et de paix. C'est pourquoi je dis... Ces élections, par exemple, passées, comme les élections à venir, auront forcément un lien avec la gouvernance de ces ressources naturelles. Parce que le pays va changer de paradigme. On parle de 700 milliards de recettes par an additionnelles sur les budgets de l'État. Donc, c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques, surtout pour qu'ils n'en fassent pas une rente politique. Pour le pouvoir, ne pas se dire que ces rentes-là, il faudrait vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Pour l'opposition, dire que vaille, il faut que je contrôle ces rentes. Tout à fait. Donc je pense qu'il faudrait la continuité de l'État. C'est pourquoi il y a des enjeux géopolitiques, mais enjeux sécuritaires et géostratégiques. Géostratégiques, aujourd'hui, on a des multinationales, derrière lesquelles il y a des États très forts. Et ces États-là n'ont pas des États d'âme, n'ont pas d'amis. C'est des intérêts qu'ils ont mis en jeu et qu'ils vont contrôler et qu'ils vont sécuriser. Nous avons à côté maintenant des enjeux sécuritaires. Nous sommes dans un écosystème où la sous-région, vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Burkina, en Guinée-Bissau. Le Sénégal est jusqu'à présent épargné. Mais il faudrait encore en appeler au sens de la responsabilité pour que ce patrimoine immatériel ne soit pas détruit par ce patrimoine immatériel qui est quantifiable, qui est épuisable et qui peut être bénédiction si elle est bien gérée. Tout à fait. S'il y a un consensus national fort sur l'exploitation de ces ressources et la répartition équitable, parce que c'est des ressources qui appartiennent au peuple. Article 25 de la Constitution. Donc, pour que le peuple puisse en bénéficier, aussi bien les générations actuelles que futures, il faudrait une bonne gouvernance, il faudrait une exploitation responsable, il faut une responsabilité de part et d'autre, mais il faudrait aussi penser à ces générations futures. Et que ces ressources soient... Et j'ai bon espoir avec toutes les réformes, parce que je suis dans les structures de gouvernance, je suis à l'ITE, qui se charge de la gouvernance. Et le Sénégal aujourd'hui, en matière de réforme, en matière de concertation, a fait vraiment de grands pas. Et je pense que ces ressources seront une bénédiction, qui seront non seulement moteur de croissance, d'émergence, mais même mieux de développement durable. Et ça, nous le souhaitons vivement. Tout à fait, tout à fait. Donc là, chers téléspectateurs, nous sommes à terme de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Monsieur Diop aussi, merci à vous de nous avoir accordé votre temps. Votre mot de la fin, avant de terminer? Le mot de la fin, c'est surtout la fameuse parole de Mame Abdou en tant qu'aspirant. Nañu tapé xol yi, nañu ñaan yàlla bateau bi bañ a suux, bateau bi mooy Sénégal. Fàtte ëmb yi mooy tarixa yi, mooy waaso yi, mooy askan yi, mooy intérêt individuel yi. Ëmb bi mooy intérêt général. Su bateau bi muccee rek ñun ñëpp dinañ mucc suñu njaboot mu nekk xéewal loolu daal lay tàggoo et vraiment vous remercier aussi les téléspectateurs s'il y a peut-être des mots qui sont un peu sortis du contexte, c'est parce que nous sommes des êtres imparfaits. Tout à fait. Mais en tout cas, je pense que tout s'est très bien passé dans l'ensemble et par rapport à ceux qui vont regarder, bien sûr, tout a été clair à leur niveau. Donc, merci à vous, Monsieur Diop. Beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Donc, retrouvez-nous dans votre prochain numéro La Voix du Peuple sur Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Merci, à bientôt.